Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Je vous salue avec toute la lumière du cœur. Merci d'être présents. Merci pour votre ouverture, votre curiosité et cette belle disponibilité intérieure qui permet à cette émission d'exister. Votre présence crée un espace sacré où les voix du passé, les vibrations des grandes âmes et les messages intemporels peuvent se déposer avec douceur. Nous venons tout juste de traverser une période de célébration avec la fête du Québec, du Canada, des États-Unis. Et aujourd'hui, nous honorons nos cousins fondateurs avec la fête nationale de la France. C'est un moment idéal pour se rappeler que les nations ne sont pas seulement des territoires, ce sont également des mémoires, des histoires, des luttes, des rêves et surtout des âmes qui ont marqué le chemin. Dans cette émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités, je vous accompagne, moi, Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, pour entrer en contact avec ces présences qui ont façonné notre monde. Ensemble, nous allons écouter, ressentir et laisser vibrer ce qui dépasse le temps. Aujourd'hui, deux grandes âmes nous accompagnent. Victor Hugo, le visionnaire, le poète immense, celui qui a porté la lumière dans les ombres de l'humanité. Et Jean Moulin, le résistant silencieux, le courage incarné et l'homme qui n'a jamais plié devant la nuit. Leurs énergies se présentent à nous avec respect, force et profondeur. À travers leurs trames sonores, leurs histoires, leurs vibrations, nous allons explorer ce qu'ils ont laissé derrière eux et ce qu'ils souhaitent encore transmettre aujourd'hui. On y va pour la partie des retours. Bon, je vous avais dit que Tom Welling venait au Comedy Con le 3-4 juillet et c'est passé. Et moi, je suis toujours dans l'expérimentation de ce qui en est. Et puis, bon, j'ai appelé, j'ai passé par le Facebook. Quand j'ai parlé au monsieur là-bas, on me dit, on va t'appeler, fais-toi-en pas. J'ai envoyé un email. Puis là, c'est supposé d'être transféré au bon département, mais le bon département ne communique pas. Fait que j'ai relancé le 29. On m'a envoyé un lien à la bonne personne. Ça a pris du temps, mais ça a réussi. Et puis, le lien qu'on m'a envoyé, ça disait qu'au niveau des médias, c'était fermé. Mais j'ai pu envoyer un courriel au responsable des communications. Puis finalement, on a conclu que j'envoyais par PDF et courriel mon histoire, ma lecture de l'âme de Tom Welling. Alors, je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas eu ma photo. Et techniquement, la dame des communications a remis au gérant de Tom Welling, qui lui, techniquement, est supposé de donner à Tom Welling le document. Bon, fait que je sais pas si ça va avoir lieu dans un autre retour, mais pour l'instant, supposément, Tom a tout ça. Puis écoutez, c'est un document de 17 pages en 12 de caractères. Parce que si je le mettais en 14, ça faisait 22 pages. Fait que tout ça pour dire que c'est complet, sa lecture d'âme, sa couleur, sa famille, ses expériences. Puis là, j'ai donné du détail, hein. C'était un document personnalisé. Ça n'a pas été juste comme la partie de l'émission qu'on avait faite avec les Superman. Puis, mesdames, je lui ai passé le message à la toute fin. Je dis là, c'est la femme et non la médium qui te parle. Elle refait pousser tes cheveux. Ah, je sais pas que j'aime pas les coupes militaires, mais oui, dans le cas de Tom Welling, c'est wow, plus long. Bon, OK, fait que ceci dit, c'est à suivre. Bon, et puis la semaine passée, Samuel de Champlain nous parlait du Québec dans la première partie de l'émission. Et lors de son passage dans notre émission de la fête du Québec, il nous avait aussi parlé qu'à son époque, la France était brisée.
J'ai continué la conversation que nous avions eue dans les retours de la semaine passée avec son appréciation du monde de l'Amérique du Nord. Mais après, j'ai continué pour le retour de cette semaine, à savoir comment Samuel de Champlain trouvait la France d'aujourd'hui et même la France entre lui, de Samuel de Champlain, à aujourd'hui. Fait que j'ai eu une réponse que je m'empresse de vous partager. Il dit que le 17e siècle, son époque, la France était un pays puissant, mais fracturé de l'intérieur. Les guerres de religion avaient laissé des cicatrices profondes. Le peuple vivait dans la peur, la fatigue et l'incertitude. J'ai quitté une France qui cherchait encore son unité, son identité, sa paix. Je voyais un pays riche en esprit, mais pauvre en harmonie. Le 18e siècle, le siècle des idées, en observant depuis l'autre rive, j'ai vu la France s'embraser d'un feu nouveau, celui de la pensée, de la philosophie, de la liberté. Les lumières ont révélé l'âme française. Mais ce réveil a aussi amené la révolution, la douleur, la chute, la reconstruction. Je voyais un pays qui se débattait pour devenir lui-même. Le 19e siècle, le siècle des géants, oui, Victor Hugo, que vous recevrez aujourd'hui, en est un pilier. La France a traversé des révolutions, des empires, des républiques. Elle cherchait encore sa forme, sa voie, son équilibre. Je voyais un pays qui avançait, mais toujours en oscillation entre l'ombre et la lumière. Le 20e siècle, le siècle des épreuves, bon, les guerres mondiales ont brisé l'Europe et la France avec elle. Mais j'ai vu aussi la résistance, la force morale, l'esprit indomptable. Jean Moulin, que vous accueillez aujourd'hui, en est l'incarnation. La France a souffert, mais elle s'est relevée. Elle a appris la solidarité, la mémoire et la dignité. Le 21e siècle, le siècle du miroir, aujourd'hui, la France traverse encore ces tensions, ces divisions, des questionnements, mais ce n'est plus la fracture du passé, c'est une métamorphose. Elle se regarde, elle se débat, elle se transforme, elle cherche à concilier ses racines et son avenir et les traditions, ainsi que ses nouvelles voies. Je vois un pays qui n'est pas brisé, mais en transition, un pays qui se redéfinit. Je vois une France qui porte encore une grande mission, celle d'être un pont entre les cultures, un phare entre les idées, un espace où l'esprit peut débattre, créer et rêver. Je vois un pays qui doit retrouver son souffle intérieur, son unité vibratoire, sa capacité à écouter plutôt qu'à se déchirer. Je vois une France qui peut devenir un lieu de lumière, mais seulement si elle accepte de guérir ses mémoires, de reconnaître ses ombres et de s'ouvrir à une nouvelle façon d'être ensemble. Je ne vois pas un effondrement, je vois une renaissance lente, profonde et exigeante. Une France qui se prépare à un nouveau chapitre, le plus humain, le plus conscient, le plus aligné. Lorsque je regarde la France depuis l'autre rive, je ne la vois pas comme un pays figé dans ses frontières, mais comme une âme collective, une conscience qui évolue, qui se transforme et qui apprend encore. Je vous ai parlé de son chemin à travers les siècles. Maintenant, je vous parle de ce que je perçois dans son présent et dans son devenir. La France d'aujourd'hui est une âme en tension, mais vivante. La France traverse une période où tout semble s'entrechoquer. Les idées, les identités, les mémoires, les visions de l'avenir. Mais ce tumulte n'est pas un effondrement, c'est un réalignement.
Je vois un pays qui porte encore les traces de ses anciennes fractures, celles de mon époque, celles de la Révolution, celles des guerres, mais qui tente de les comprendre plutôt que de les fuir. La France est dans un moment où elle doit réapprendre à écouter, non pas pour revenir en arrière, mais pour retrouver son fil intérieur. Je vois une France qui a toujours été un foyer d'idées, de débats, de visions. Cette force est encore là, mais elle est dispersée. Elle doit se rassembler. Je vois un pays qui a besoin de réconcilier son passé avec son présent, de reconnaître ses ombres sans s'y enfermer, de reconnaître sa lumière sans s'en glorifier. Je vois une France qui cherche à redevenir un espace où l'on peut penser librement, créer, rêver, débattre sans se déchirer. Je ne vois pas une chute pour son avenir, mais plutôt une mue. Une transformation lente, parfois douloureuse, mais nécessaire. La France est en train de se redéfinir, non pas comme une puissance, mais comme une conscience collective, capable de guider, d'inspirer et d'unir. Je vois un avenir où la France retrouvera son souffle, mais un souffle nouveau, plus humain, plus humble, plus ouvert, plus enraciné dans la vérité plutôt que dans l'apparence. Je vois un pays qui peut redevenir un phare, non pas par domination, mais par rayonnement intérieur. Je vois une France qui, si elle accepte de guérir sa mémoire, peut devenir un lieu de paix, de culture, de dialogue, de renaissance spirituelle. La France n'est pas brisée, elle est en transition, elle est en train de se souvenir de qui elle est et de qui elle peut devenir. Et comme je l'ai fait en traversant l'océan pour fonder le Québec, je vous dis, les nations évoluent comme les êtres humains, par des crises, par des révélations, par des renaissances. La France est dans une de ces renaissances. Julie, si je viens parler à l'âme de la France aujourd'hui, je lui dirais ceci. Tu as traversé les tempêtes, les révolutions et les éclats, les silences. Tu as été brisé, relevé, transformé. Tu portes encore les cicatrices de tes anciens conflits. Tu portes aussi la lumière de tes penseurs, de tes artistes, de tes résistants. Aujourd'hui, ton âme n'est pas perdue, elle est en transition. Elle cherche à se rassembler, à se reconnaître, à se guérir. Tu n'as pas besoin de redevenir ce que tu étais. Tu dois devenir ce que tu n'as jamais été, un espace de cohésion intérieure. Et mon message pour les Français aujourd'hui, je dirais, vous êtes les héritiers d'une histoire immense, mais vous n'êtes pas prisonniers de cette histoire. Vous avez la force de réinventer votre pays, non pas par la confrontation, mais par écoute, par dialogue, par respect. La France a besoin de vous unis, non pas identiques. Elle a besoin de votre courage, non pas de votre colère. Elle a besoin de votre mémoire, mais aussi de votre capacité à créer du nouveau. Ne cherchez pas la France d'hier, construisez celle de demain. Retour numéro 2. Oui, avec Louis XIV, ben ouais. La France à travers les siècles, selon lui, celle d'un roi qui a porté la France dans sa splendeur, dans sa centralisation, dans son rayonnement, mais aussi dans ses ombres. Euh, Vous me demandez ce que je perçois de la France depuis mon incarnation et je vous réponds en traversant les siècles comme des salles d'un palais dont les murs ont gardé la mémoire. Le XVIIe siècle, mon règne et mon époque, je laisse derrière moi une France forte, brillante, mais rigide, un pays qui rayonnait par les arts, la culture, la langue, mais qui portait aussi le poids de ses inégalités et de ses tensions.
Je voyais une France qui se tenait droite, mais parfois trop droite, au point de se briser dans ses propres exigences. Le 18e siècle a été un siècle qui a renversé mon héritage. Depuis l'autre rive, j'ai vu la France se soulever. Les idées ont pris feu. Les peuples ont demandé justice et la monarchie que j'avais consolidée s'est effondrée. Je n'ai pas vu cela comme une trahison, mais comme une nécessité. La France devait se libérer de ses anciennes structures pour trouver une nouvelle respiration. Le 19e siècle, celui de la Renaissance et des chutes. Je vois la France osciller, empire, république, révolution, restauration, un pays qui cherche sa forme, qui expérimente, qui se débat avec son identité. Victor Hugo, que vous recevez aujourd'hui, est l'un des phares de ce siècle. Il a porté la voix du peuple, la voix de la justice, la voix de la lumière que la France cherchait encore. Le 20e siècle, le siècle des épreuves profondes. Les guerres ont ravagé l'Europe et la France a été blessée dans son corps et dans son âme. Mais j'ai vu aussi la grandeur morale, la résistance, la dignité. Jean Moulin, que vous accueillez également, est l'incarnation de cette force silencieuse. La France a appris à se relever non pas par la couronne, mais par le courage de ses citoyens. Le 21e siècle, celui du miroir intérieur, la France traverse une période de tension, de questionnement, de fragmentation. Ce n'est pas une chute, c'est une révision intérieure. Je vois une France qui doit réapprendre à se rassembler, à écouter, à se reconnaître. Elle n'est plus le royaume que j'ai dirigé, ni la république qu'elle a construite. Elle est une conscience collective en transformation. Je vois une France qui porte encore une mission, celle d'être un lieu de culture, de pensée, de débat, de création. Un pays qui peut redevenir un phare, non par puissance, mais par rayonnement intérieur. Je vois une France qui doit guérir ses mémoires, ses blessures, ses divisions. Une France qui peut retrouver son unité, non pas par autorité, mais par cohésion. Une France qui peut redevenir un espace où l'on rêve, où l'on crée, où l'on élève l'esprit. Je ne vois pas une France brisée, je vois une France en renaissance lente, profonde, exigeante, une France qui se prépare à un nouveau chapitre, plus humain, plus conscient, plus aligné. La France n'est plus celle que j'ai connue, elle n'est plus celle que j'ai dirigée. Elle porte encore la même flamme, celle de la grandeur intérieure, celle de la culture et de l'esprit. Elle n'a pas perdu sa lumière, elle est simplement en train de la redéfinir. Si je devais parler à l'âme de la France, je lui dirais, tu n'es plus le royaume que j'ai dirigé, mais tu portes encore la même flamme, celle de la culture, de la beauté, de la pensée. Tu as appris à te libérer de tes anciennes structures, à te relever de tes révolutions, à survivre à tes guerres. Aujourd'hui, tu es dans une période de tension, mais cette tension n'est pas une chute, c'est une mue. Tu dois retrouver ton souffle intérieur, ta capacité à unir plutôt qu'à diviser et ta force de rayonnement plutôt que de confrontation. Ta grandeur n'est plus dans ta puissance, elle est dans ta conscience. Et aux Français d'aujourd'hui, je dirais, vous êtes un peuple de cœur, d'esprit et de création. Vous avez parfois oublié votre propre lumière, mais elle n'a jamais disparu. Vous devez apprendre à vous écouter, à vous respecter, à vous reconnaître. La France n'a pas besoin d'être parfaite pour être grande. Elle a besoin d'être unie dans sa diversité, forte dans sa culture,
ouverte dans son avenir et votre mission n'est pas de protéger un passé figé, mais de faire rayonner une identité vivante, évolutive, mais surtout consciente. La France ne retrouvera sa grandeur que lorsque vous retrouverez votre cohésion. Je fais un retour numéro 3 rapidement. Je pousse plus loin les cadeaux avec 3 voix puissantes. Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, puis Édith Piaf. Chacun s'adresse aux Français d'aujourd'hui dans sa vibration propre, sa sagesse et son regard intemporel. Bon, Napoléon Bonaparte, aux Français d'aujourd'hui. Je vous parle depuis un temps où la volonté pouvait déplacer des montagnes. Votre nation a toujours été grande, non pas par ses conquêtes, mais par sa capacité à se relever. Aujourd'hui, je vois une France qui doute, qui se cherche, qui se divise parfois. Mais je vous le dis, la force d'un peuple ne disparaît jamais, elle s'endort seulement. Vous devez retrouver votre discipline intérieure, votre ambition collective, votre capacité à agir plutôt qu'à vous déchirer. La France n'a pas besoin d'un empire, elle a besoin d'un peuple qui se tient debout, fier, uni dans son esprit. Ne laissez pas vos querelles vous affaiblir. Rappelez-vous que votre destin se construit par courage, par effort et par vision. Message de Charles de Gaulle aux Français d'aujourd'hui. Je vous parle avec la même voix qui vous a appelé à vous relever dans les heures les plus sombres. Votre pays traverse des tensions, des incertitudes, des remises en question, mais la France a toujours été plus grande que ces crises. Je vous le dis, la France n'est forte que lorsqu'elle est fidèle à elle-même, fidèle à sa liberté, à sa dignité, à son esprit de résistance. Vous devez retrouver le sens du collectif, du respect, du dialogue. La France n'a jamais avancé par peur, mais par la hauteur. Ne laissez pas les divisions vous définir, ne laissez pas le bruit étouffer votre grandeur. La France a besoin de citoyens qui croient encore en elle. Et concernant le message d'Édith Piaf aux Français d'aujourd'hui, elle dit: «Je vous parle avec le cœur parce que c'est tout ce que j'ai toujours eu. La France, c'est une chanson, une émotion, une lumière qui tremble mais ne s'éteint jamais. Je vous vois parfois fatigué, fâché, parfois perdu. Je vous le dis, vous avez encore la force d'aimer et c'est ça qui sauve tout. La France a besoin de chaleur, de solidarité, de tendresse. Elle a besoin que vous vous regardiez avec humanité, que vous vous parliez avec douceur, que vous vous souteniez. Vous êtes un peuple qui sait pleurer, rire, chanter, se relever. Ne perdez pas cette âme-là. La France ne retrouvera sa lumière que si vous lui redonnez votre cœur. Aimez-la, aimez-vous, et elle brillera encore. Alors voilà ce qui conclut la partie des retours et on poursuit avec la première trame sonore de l'émission. Les liens sont dans les descriptifs de l'émission. Il y a une petite boîte là avec le chronomètre aussi. Donc, la première trame, c'est la pièce Mélancolia, une enveloppe parfaite pour l'âme tourmentée et visionnaire de Victor Hugo. Ces notes sombres et profondes évoquent l'immense sensibilité de cet écrivain qui a traversé les révolutions, les deuils et les exils, emportant toujours une flamme intérieure indomptable. Cette trame sonore devient le souffle de son esprit, un mélange de grandeur, de douleur et de lucidité, comme si chaque vibration révélait les paysages intérieurs d'un homme qui a vu plus loin que son époque. Elle accompagne son âme avec une intensité presque prophétique, fidèle à l'énergie de celui qui écrivait pour éclairer l'humanité. Et je vous présente sa vie matière grâce aux recherches de Lynn Gagné.
Alors, c'est la naissance d'un géant, hein. Il est né en 1802 au cœur d'un monde en tumulte. Son enfance est un champ de forces contraires, un père général d'empire, rationnel et militaire, une mère royaliste, mystique, protectrice. Entre deux, un enfant hypersensible qui observe, absorbe, engrange. Déjà, il écrit, déjà, il rêve, déjà, il se sent appelé. Et il dira plus tard, je veux être un Chateaubriand ou rien. C'est un poète prodige avec une ascension fulgurante. À 20 ans, il publie Odes et ballades. Un jeune homme devient une étoile montante du romantisme. Il parle de Dieu, de l'histoire, du monde moderne. Il casse les règles, il dérange, il fascine. Puis viennent les orientales, les feuilles d'automne, les voix intérieures, les rayons et les ombres. Hugo devient la voix d'une génération, celle qui veut sentir, vibrer et s'émouvoir. Et c'est un dramaturge révolutionnaire avec Errani et la bataille. En 1830, la pièce déclenche une guerre culturelle. Les classiques hurlent, les romantiques applaudissent. Le théâtre devient un champ de bataille. Hugo impose le mélange du sublime et du grotesque, la liberté de ton, la puissance de l'émotion. Il devient le chef de file du romantisme. Et puis, ben, le romancier monumental, Notre-Dame, Misérable, 93. Victor Hugo ne se contente pas de la poésie et du théâtre, il veut tout embrasser, tout dire, tout comprendre. En 1831, dis-je, Notre-Dame de Paris, un roman historique, mais surtout un cri d'amour pour Paris, l'architecture, la liberté. Les Misérables, en 1862, c'est un séisme littéraire, un livre qui veut détruire la fatalité humaine. Jean Valjean devient un symbole universel de rédemption. Cosette, Gavroche, Fantine deviennent des archétypes de la souffrance humaine. Et puis, 93, en 1874, c'est un roman de la Révolution française, de la conscience politique et du destin collectif. Le combat politique, l'homme qui dit non. Hugo devient père de France, député, sénateur. Il défend la liberté de presse, l'instruction gratuite et laïque, le suffrage universel, la justice sociale, le droit des femmes, la paix entre les nations. Et surtout, il lutte contre la peine de mort. Il écrit le dernier jour d'un condamné, prononce des discours historiques, défend son propre fils, proteste contre les exécutions en France, en Angleterre et aux États-Unis. Pour lui, la peine de mort est le signe éternel de la barbarie. Et bon, en 1851, il y a eu un coup d'État de Napoléon III. Hugo refuse de se taire. Il part en exil pour 19 ans. Et il est au Hauteville House, dans le Jersey. Il écrit ses œuvres les plus puissantes, les châtiments, les contemplations, la légende des siècles. Il devient poète mystique, prophète politique, voyant spirituel, artiste graphique, décorateur visionnaire et photographe de l'âme humaine. Donc, Hugo croit en Dieu, mais pas en l'Église. Il croit en l'âme, en la réincarnation, en la compassion cosmique. Il participe aux séances de spiritisme, des dialogues avec des entités, des poètes et même des morts. Et tout ça, il écrit, tout est plein d'âme.
Bon, ça a été un homme amoureux, évidemment. Adèle, Juliette, Léonie. Sa vie sentimentale est un roman. Adèle Fouché, son épouse, son ancrage. Juliette Drouette, son amour absolu, sa gardienne, sa compagne d'exil. Et Léonie Donnet, une passion scandaleuse. Juliette lui écrit 20 000 lettres. Il lui dédie ses œuvres, il la protège, il la remercie. Elle m'a sauvé la vie. Bon, pour Juliette Drouet, ben, c'est l'homme brisé, Léopoldine. La mort de sa fille Léopoldine en 1843 est un cataclysme. Hugo ne s'en remettra jamais. Il écrit demain dès l'aube. Il transforme son deuil en lumière. Léopoldine Hugo. Bon, il y a L'Homme universel, l'adaptation, musique, cinéma, BD. Son œuvre inspire Verdi, Donizetti, Disney avec le bossu de Notre-Dame, Boublil et Snorberg pour Les Misérables et la comédie musicale, Plamondon et Cochiante pour Notre-Dame de Paris, Marvel Comics de Joker, de DC Comics, Brassens, Linz Berlioz, Roland Petit, Gérard Houry pour La Folie des grandeurs. Donc, c'est vraiment plusieurs adaptations de Hugo qui ont percé le temps. Et puis, l'homme mémoire, c'est vraiment, il a beaucoup de musées, de statues, de rues, d'écoles. Il est partout. 2555 rues portent son nom. Des musées lui sont consacrés à Paris, à Guernesey, à Bizancon, à Videnne, puis à Villecoyer. Il a eu aussi des timbres, des pièces, des billets, un astéroïde, un cratère sur Mercure. Et c'est l'homme océan aussi pour la vision, le message, l'héritage. Victor Hugo n'est pas seulement un écrivain, il est un voyant, un prophète, un humaniste, un combattant, un architecte de l'avenir. Il imagine les États-Unis d'Europe, une monnaie unique, la paix par le suffrage universel, l'éducation pour tous, la fin de la misère, la fin de la peine de mort. Et il écrit, un jour viendra, et ce jour, il le voit, il le sent, il le prophétise. Donc, Victor Hugo, c'est un océan, un horizon, un siècle, un monde. Il a aimé les pauvres, les enfants, les femmes, les opprimés, les peuples, les âmes, les vivants, les morts, les montagnes, les tempêtes, les cathédrales, les mots. Il a voulu que l'humanité devienne ce qu'elle peut être, libre, instruite, fraternelle, consciente et lumineuse. Et il nous laisse une mission: détruire la misère, abolir la peine de mort, élever l'âme humaine, faire de la justice une réalité, faire de la fraternité un monde. Ah ah. Alors, je vous présente la chanson La Coccinelle, inspirée du poème tendre et lumineux de Victor Hugo, qui porte une vibration douce et presque infantile, comme un souffle d'innocence au milieu de l'immensité de son œuvre. Dans l'interprétation de Roger Serge, la mélodie devient un écrin délicat. Elle fait danser la petite coccinelle sur des cordes et des mots, révélant la part la plus pure et émerveillée de l'âme du poète. Cette trame sonore ouvre une fenêtre à la sensibilité de Hugo sur sa capacité à voir le sacré dans l'infime, à transformer un simple insecte en messager d'amour et de destin. Elle accompagne l'émission avec une douceur qui apaise, élève et rappelle que même les géants portent en eux une lumière fragile. Victor Hugo n'a pas seulement écrit l'expression homme-océan, il l'a incarné.
Son âme est immense, ancienne, multiple, vibrante, inépuisable, en expansion constante. C'est une âme qui ne se limite pas à une incarnation, elle déborde, elle traverse, elle englobe. Hugo est une âme qui ne supporte aucune frontière, ni celle de la langue, ni celle de la politique, ni celle de la religion, ni celle de la mort. Il est une âme qui veut tout comprendre, tout ressentir, tout embrasser, tout transformer. Et sa couleur d'âme, ben, c'est dans le bleu nuit doré, évidemment. On en a beaucoup de cette couleur-là depuis 1 an. Mais c'est Victor Hugo, bleu nuit, profondeur, mysticisme, intuition, vision, monde invisible, capacité à percevoir les âmes, capacité à dialoguer avec l'au-delà. Il y avait des tables parlantes. Puis le doré, c'est pour la grandeur, la noblesse intérieure, la mission collective, la conscience universelle, le leadership spirituel et l'énergie prophétique. Alors le bleu nuit doré est la couleur des âmes visionnaires, prophètes, poètes médiums, bâtisseurs de monde et de conscience qui viennent pour élever l'humanité. Victor Hugo appartient à une famille d'âmes très rares, les visionnaires du Verbe. Ce sont des âmes qui utilisent la parole comme outil de transformation, qui incarnent la vibration du langage, qui voient le futur avant les autres, qui portent des messages pour les peuples. Ils sont souvent incompris dans leur époque. Ils ont une mission collective plutôt que personnelle. Certains prophètes poétiques, quelques mystiques littéraires. Et puis, au niveau de ces incarnations antérieures, ben, j'ai vu parce que son livre de vie, il y a beaucoup de mysticisme, de compassion, de vision, de prophétie, d'expansion, de quête, de mort, de renaissance, de profondeur, de rayonnement, de grandeur et de leadership. Fait que ça a été compliqué un peu à trouver quelle vie que je vous présentais. Et c'est celle d'un prêtre poète dans l'Égypte ancienne. Il passait son énergie sexuelle par des belles phrases puissantes, vibratoires, très conscientes, canalisait son énergie sexuelle par l'écriture. Puis en tout cas, fait que il était un scribe mythique transformé qui était chargé de transcrire des visions, les mythes et les messages des dieux. Il canalisait en écriture automatique. Mais il y avait une obsession pour les symboles, pour son rapport au sacré, puis son goût pour les visions. Il a ramené beaucoup de ça dans son Victor Hugo. J'ai vu un philosophe orateur en Grèce antique, un disciple d'une école proche des stoïciens, puis des orateurs tragiques, puis son sens du discours a été très apprécié. Il captivait toute l'audience. Il y avait beaucoup d'applaudissements. Euh, Son goût pour la justice aussi. Et puis j'ai vu qu'il adorait des belles sculptures de dieux, ben de dieux grecs. Il a fait ça dans son bureau. Mais j'ai vu surtout son obsession pour la fatalité. Il était déjà travaillé, il observait les insectes, leur mort, etc. Il a toujours été très captivé par le processus de l'évolution et de la vie des âmes. On le voyait là-dedans, il y en avait. Et évidemment, vous vous en doutez, un homme aussi sage a passé par le druidisme. Puis, il était un peu aussi barde dans le temps celte, là. Donc, un druide qui aimait un peu barder. En tout cas, c'était une incarnation qui était liée à la nature, aux arbres, aux rites, aux chants. Et c'est son lien avec les tempêtes, son amour des paysages, son rapport mystique à la mer était beaucoup en lien avec cette incarnation-là. Et j'ai vu un révolutionnaire visionnaire au Moyen Âge tardif.
une âme engagée dans la défense du peuple, dans un mouvement hérétique ou réformateur. Puis, bon, son obsession pour la justice a été très forte parce qu'il a été emprisonné sur des suppositions et des oui-dire. Il y a eu un combat contre la misère, il y a une extrême pauvreté aussi dans cette incarnation-là. Mais il y a surtout un rejet des tyrannies. Il était enfermé, mais tu pouvais pas le convertir. Il était dans son principe profond. Eh oui, puis je vais vous avouer, c'est très rare aussi parce que, bon, il est décédé en 1885. Techniquement, dans son être multidimensionnel, je vois qu'il y a 3 parallèles d'existence depuis ce temps. Mais l'âme de Victor Hugo comme telle n'est pas revenue dans une incarnation humaine classique depuis 1885. Son âme est actuellement dans un état qu'on pourrait appeler la conscience guide. Il n'est pas un guide spirituel au sens strict, mais une conscience inspiratrice. Il agit comme une source d'énergie créatrice très puissante. Il y a beaucoup d'énergie qui passe dans son égrégore. Il nourrit constamment beaucoup d'âmes. Et le fait qu'il y ait beaucoup de noms de rues, puis que son nom est très encore à la mode, ben ça, ça jaillit dans son capital de lumière. Donc, ça touche aussi un champ de vision, une vibration d'inspiration intarissable, puis une mémoire vivante de l'humanité. Puis ça va continuer parce que dans 200-300 ans, ça va être encore comme ça. Donc, il est bien ancré dans l'histoire, qui va se transmettre encore et encore et encore. Dès qu'on va arriver au niveau de la France, son nom va toujours ressortir dans les premiers intéressants à étudier. Bon, il influence évidemment les artistes, les poètes, les militants, les humanismes, les visionnaires politiques. Il est dans une phase appelée l'expansion de l'âme collective. Fait que c'est sa mission. Il aide les gens là-dessus. Puis c'est une étape où l'âme ne revient plus dans un corps, mais continue d'agir dans les consciences humaines. Fait qu'il n'y a pas besoin de se réincarner, il continue de multiplier son évolution par l'expérimentation de l'énergie. Bon, fait que oui, avec son être multidimensionnel, il continue d'aller chercher des expérimentations, mais Victor Hugo ne reviendra pas dans une incarnation humaine avant plusieurs siècles encore. Premièrement, parce que sa vibration a vie toujours, ça aide, mais son âme est trop vaste, trop étendue, trop fusionnée avec le collectif. S'il revient un jour, ce sera dans une époque où l'humanité aura dépassé la lumière. Ça, c'est comme une condition formelle dans son plan de vie. Ça va prendre beaucoup de roses, tu sais, puis un monde rose, on est encore loin de ça. Puis c'est vraiment, il veut revenir dans un monde où la justice sera structurelle, dans une civilisation plus unifiée. Fait qu'il y en a pour 400 ans encore. Je veux pas décourager les travailleurs de lumière qui misent sur l'ascension, mais c'est ça. Il a compris la game. C'est très inspirant. Moi, je trouve ça beau. Et il va revenir. Puis ça, sa mission est déjà définie, même si c'est loin comme un architecte de conscience. Donc, ça s'appelle, ça s'installe, c'est là, il rentre, lui, puis il lève l'affaire. Il est prêt pour ça. Écoute, dans son énergie, son âme a des milliers de livres. Il y a de l'écriture là-dedans, à pu finir. Il est prêt. Il a tout emmagasiné depuis son parcours de vie, tu sais. Mais en tout cas, ça va être un être qui va être capable d'enseigner la paix, la fraternité, la poésie comme un outil de guérison, puis la vision comme outil de politique. Mais c'est vraiment un architecte de conscience. Il va bâtir la structure de la société consciente en équilibrant la politique, les artistes, et etc. Donc, il y a encore, j'ai vu dans son garçon intérieur, il y a encore la thématique de soumission à libérer. Il y a un karma qui est bloqué là. Fait que on va mettre de la lumière tout de suite dessus. Et son premier message pour nous aujourd'hui, il dit que l'humanité doit apprendre à aimer plus grand que ses peurs.
La misère n'est pas une fatalité, la justice n'est pas un rêve, la fraternité n'est pas une utopie. L'âme humaine est un océan. Qu'elle cesse de se croire un verre d'eau. Donc, je vous présente la dernière trame sonore, une chanson historique, L'ombre et la lumière, qui porte une vibration solennelle et héroïque qui évoque que les grandes époques de transformation humaine. Sa mélodie ample, presque cinématographique, traverse les zones sombres de l'histoire pour mieux faire jaillir la lumière qui persiste malgré les épreuves. Elle incarne le passage, la lutte intérieure, la résilience collective. Puis dans le cadre de l'émission, bien, elle devient un pont entre les mondes, une musique qui révèle comment les âmes des figures célèbres ont navigué entre leurs ombres personnelles et la lumière qu'elles ont léguée à l'humanité. C'est une trame sonore qui élève, qui ancre et qui prépare l'auditeur à entrer dans un espace de vérité vibratoire. Et nous sommes rendus au moment où Victor Hugo vient à notre table ronde céleste. Le lieu n'a pas de mur, pas de plafond ni de sol. Il est fait de lumière, de mémoire et de souffle, un espace suspendu entre le visible et l'invisible, une salle de conseil où les grandes consciences du monde viennent déposer leur vision. Puis au centre de la table, elle est circulaire, taillée dans une matière qui semble être à la fois de la lumière, mais du bois, de la pierre et de l'éther. Elle pulse doucement comme un cœur. Et moi, je suis là, déjà assise sur l'un des sièges, calme, ouverte et prête. Mais je sens que quelque chose approche, une vibration, une expansion, un souffle large comme une mer. Et soudain, il entre. Victor ne marche pas, il avance comme une vague. Son manteau est fait de nuit étoilée. Ses yeux portent le bleu profond des tempêtes et le doré des aurores. Il n'a pas l'air vieux, il n'a pas l'air jeune, il a l'air immense. Il s'incline légèrement devant moi, mais c'est comme un salut de conscience qui s'éveille. Il prend place à la table, la lumière autour de lui se dilate, on dirait qu'il respire l'espace. Il pose sa main sur la surface circulaire, puis la table s'illumine et il parle. Sa voix n'est pas une voix, c'est comme un fleuve. Le monde, dit-il, traverse une époque où les forces de l'ombre et de la lumière se heurtent avec une intensité nouvelle. Les nations sont inquiètes, les peuples sont fatigués, les consciences sont dispersées. L'humanité a peur de sa propre puissance et elle se cache derrière les murs, les écrans, les frontières et des certitudes. Il me regarde et il dit: «Ce que vous vivez n'est pas une chute, c'est une transition, un passage. Le monde n'est pas en train de s'effondrer, il est en train de se transformer et comme toute transformation, elle fait du bruit, elle fait peur, elle dérange, elle déplace. Les enjeux mondiaux sont les mêmes qu'en mon temps. La misère, l'injustice, la peur, la haine, l'ignorance. Mais ils ont changé de forme, ils sont modernisés, numérisés, ils sont globalisés. Il ferme les yeux un instant et il poursuit. L'humanité souffre d'un manque de sens. Elle a perdu le fil de sa propre histoire. Elle a oublié qu'elle est une famille. Elle a oublié qu'elle est un seul peuple. Elle a oublié qu'elle est un seul souffle. Victor propose comme solution personnelle que chacun doit revenir un être pensant, aimant et un être voyant. Vous devez retrouver votre capacité à ressentir, à réfléchir, à rêver.
Le monde ne sera pas sauvé par des systèmes, il sera sauvé par des consciences, par des individus qui décident de ne plus vivre dans la peur, par des âmes qui choisissent la grandeur plutôt que la petitesse, par des êtres qui refusent la fatalité. Et la première révolution est intérieure, la première justice est intérieure, la première lumière est intérieure. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer votre regard, votre cœur, votre manière de parler, votre manière d'aimer et votre manière d'agir. Au niveau des solutions collectives, les peuples doivent apprendre à se parler, à se comprendre, à se respecter, à se reconnaître. Les nations doivent cesser de se comporter comme des enfants jaloux. Elles doivent devenir des adultes responsables. Elles doivent bâtir des ponts, pas des murs. Elles doivent partager leurs richesses, leur savoir, leur vision. Je vous l'ai dit, un jour viendra où les États-Unis d'Europe seront une réalité et après eux, les États-Unis du monde. Ce jour n'est pas si loin, mais il dépend de vous, de votre courage, de votre capacité à aimer plus grand que vos frontières. L'humanité n'a pas besoin de miracles, elle a besoin de maturité, de fraternité, de lumière, elle a besoin de vous. La scène est vaste, presque cathédrale, une lumière blanche traverse l'espace comme un souffle. Et puis, sa silhouette change. Elle est comme plus haute, noble, drapée de manteaux plus sombres, entourée d'un aura bleu indigo. Et puis, il s'avance. Je sens que mon cœur s'est ouvert beaucoup très rapidement et j'ai gagné en profondeur comme si j'avais un nouveau territoire de paix bleu indigo doré dedans. Et puis, il a comme amplifié la lumière que je portais. Moi, j'ai une âme jaune avec une aura violet, mais je portais avec lui une lumière blanche argentée. Et c'est comme si ma lumière blanche argentée et sa lumière d'âme a apporté un genre de purification intérieure. Et c'était comme un soin qui s'est déjà activé pour que je puisse accueillir les idées de grandeur et de toucher à la collectivité dans un sens plus large, dans un sens héritage, dans le sens futur. J'ai des parties de moi qui ont encore des résistances là-dessus, puis lui, il les a toutes ouvertes d'un coup. Clau! Il dit, je t'offre un soin de pacification intérieure face à ta propre grandeur. Et ça a déposé dans mon champ énergétique une lumière qui est venue apaiser mes mémoires de lutte, mes mémoires de combat pour la justice, pour les mémoires de solitude que porte tout visionnaire. Et puis, c'est venu adoucir les espaces où l'âme a dû se tenir debout pour des peuples entiers. Ça travaillait sur nous deux en même temps. Puis moi, j'ai vidé beaucoup. J'avais des mémoires en lien avec l'Afrique dans mes énergies. Fait que j'ai libéré ça. Et lui, bon, j'étais plutôt portée sur, mais en tout cas, c'est venu calmer les endroits où nos cœurs ont porté trop de douleurs humaines. Puis je suis venue comme honorer l'homme derrière le monument, l'âme derrière l'œuvre, puis la lumière derrière la plume. J'ai offert un espace où il n'avait plus à se défendre ou à défendre le monde. Ça a été dans un... Il y a beaucoup de lutte dans les énergies de Victor Hugo pour l'espoir de la réussite, de la justice, de l'équilibre, comme tout le monde est égal, parfait, beau, vibrant d'amour. Tu sais, il y a vraiment une conception particulière. Mais en tout cas, ça a été un cadeau ou un soin où ça a été un espace où il a pu respirer comme plus librement et où l'âme peut se reposer encore parce qu'il va vite, puis il travaille beaucoup, puis il étudie beaucoup encore sur ses plans cosmiques et multidimensionnels. Il est encore en quête. Quand je vous disais qu'il y avait des milliers de livres décrits dans ces énergies, il est encore en train de se parfaire, un genre d'étude, si on peut dire. Fait que j'ai apporté une douceur d'encouragement, une douce brise de jeunesse, de sagesse, d'engouement de son cœur, puis de poursuivre sa passion, tu sais, son métier, son art.
Et puis, ça a été vraiment comme une descente de ces énergies-là dans son aura. C'est devenu plus doux, plus rond, plus velouté. Et puis, ben, dans sa vibration, qui est très profonde en passant, ben, c'est une note grave un peu. C'est presque littéraire. Puis, en tout cas, c'est venu comme toucher mon front. Ça a nettoyé, c'est comme une sorte de bénédiction. Mais ce que je sais, c'est que ça a donné de la force à mon verbe. Ça a été de la puissance de voir au-delà des apparences, mais plus haut. J'ai comme gagné 2, 3 plans de conscience de plus. C'est wow, beau cadeau, j'ai monté vite. C'est le fun, mais ça a donné la clarté des consciences qui ne se laissent pas éteindre encore plus, comme si mon feu doux intérieur a eu des bûches dedans pour toffer plus loin. Et puis, ben, c'est comme s'il me donnait la lumière des âmes qui portent le monde comme une mission que moi aussi, je porte aussi en lien, comme ça a été de l'entraide fraternelle à pouvoir redresser la conscience de l'humanité. En tout cas, c'est une vibration de justice, de dignité et de liberté intérieure. Ça m'a travaillé le plexus, le hara, en dessous des pieds droits surtout, puis dans la terre aussi. Ça a transformé ma digestion. J'ai quelque chose qui est sorti de l'estomac. Mais c'est quand il a dit, je te donne la force de dire ce que ton âme sait, avec grandeur, avec noblesse et vérité. Pour moi, ça a été un super beau cadeau. Merci. Et il conclut le cadeau en disant, je te donne la lumière qui éclaire les peuples. Puis là, ça a fait un lavage dans de l'eau liquide comme si j'étais branchée sur une nouvelle fontaine. Et là, fou, ça a été particulier. Mais en tout cas, c'est une onde qui est entrée dans mon esprit. Ça a touché ma vision intérieure. Je suis devenue plus vaste, plus stable et plus inspirée. Et lui aussi a travaillé des problèmes de digestion. Je voyais qu'il mangeait trop vite. Il était préoccupé. Il était pas là quand il mangeait. Il était dans ses idées, dans ses projets, dans, dans son esprit, j'aurais dit, mais dans ses idées, dans ses pensées. Fait que ça a été un bon traitement de sa digestion aussi. Et moi, ce que je vois, c'est que avec les brûlements d'estomac qu'il y avait à très, très, très long terme, s'il avait été dans une époque d'aujourd'hui, ça aurait été un cancer de l'estomac qu'il aurait eu. Mais en tout cas, ça a été travaillé, libéré. Il y a eu des chirurgiens qui venaient pas de la terre. Et je les connaissais pas, à vrai dire, mais mon cœur a approuvé la confiance, comme quoi qu'il pouvait venir nettoyer ça. Et c'était la peur qu'on attaque sa sœur aussi, qui a libéré ce qui le rongeait. Il y avait une incarnation de chien aussi qui était pris là-dedans. Fait qu'en tout cas, il y avait de l'inquiétude par rapport à son futur, mais au futur collectif aussi. Ça a miné son caractère, puis ça a tapé un peu son talent. Fait qu'en tout cas, ça a été des grandes transformations profondes, mais il a surtout reçu une correction d'une future à son nombril énergétique en lien avec une rétention d'un sourire et d'une joie enfantine qu'il a pu retrouver, qu'il avait perdu. C'était caché. Alors, au moins, ça a ouvert. Et moi, j'ai eu des codes de correction dans mon dos, vraiment, pour ne plus m'aplatir face à la grandeur, puis d'y aller avec le vent dans les voiles et ben, d'avoir une vision comme si j'étais en haut du mât, mais de voir que on arrivait à la destination. J'ai gagné en grandeur. En tout cas, ben, à partir de mon cœur, je lui ai matérialisé un cadeau énergétique. Ça a été une belle plume blanche argentée, un symbole de paix, de douceur et de repos intérieur pour qu'il puisse continuer à recueillir sa construction d'informations, de connaissances avec son âme, où ce qui est rendu maintenant dans ses recherches, dans son évolution, mais surtout qu'il va lui donner l'adrénaline et la discipline de pouvoir concentrer toute sa lumière, toute sa fusion d'âme et d'être dans l'architecture de sa société idéalisée, hein, vraiment pour qui arrive. Moi, c'est le genre de société que j'aimerais bien expérimenter, s'il est capable de créer un nouveau plan futur et conscient
pour des âmes évoluées qui veulent vivre la stabilité, l'amour, la reconnaissance, la paix, le respect de soi. Moi, moi, je l'encourage, je suis partante, puis j'ai donné aussi de ma dévotion. S'il y a besoin d'âmes, de mains pour participer à construire tout ça, ben moi, je dis oui. J'aime bien ça, des sociétés idéales que je peux contribuer en mettant la main à la pâte. Bref, c'est une plume qui lui offre la paix que son époque ne lui a pas donnée, mais que son temps, son histoire, ne lui donne pas non plus jusqu'à aujourd'hui. Fait que vraiment, c'est une douceur pour que son génie, qui n'a pas toujours été reçu parfaitement bien, mais que ça puisse l'aider à prendre pleinement sa place, sa splendeur. Ça a été vraiment une offre comme de refuge pour que son âme de poète génère simplement de l'amour par son intention. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des connexions avec Bouddha qui était déjà en train de le travailler là-dessus. J'ai trouvé ça cute. Mais en tout cas, c'est une plume qui lui offre un espace où il n'a plus à porter le monde seul. En me joignant, ben, ça fait un de plus, c'est encourageant. Et puis, il a reçu la plume, il l'a placée sur son cœur et son troisième œil est devenu stable. C'est comme s'il shakeait dans sa lumière. C'est vraiment la lumière jaune dans son troisième œil qui brassait beaucoup. Et là, la plume, elle a stabilisé, rentré en paix. Puis là, c'est comme, il a gagné en profondeur de présence, de mieux s'habiter. Je trouvais que c'était un très beau cadeau. Puis là, sa vision est devenue plus claire. Puis là, ça l'a calmé. Ouh! Fait que, il a souri comme un homme heureux, soulagé de cette interférence qu'il avait à ce chakra. Il m'a fait un cadeau aussi, et puis évidemment, par les lois des résonances, si je vous parle puis ça vibre en vous, accueillez-le, acceptez-le. C'est des cadeaux qu'on se donne, mais si ça vous parle puis vous en voulez, dites à votre âme de l'absorber, de l'intégrer. Et puis, lui, bon, ça a été un livre bleu indigo avec des belles reliures dorées. C'est une vibration de la vision, une fréquence de grandeur. Il me l'a donné avec empressement, vitesse, puis j'ai vu que c'est une personne très généreuse, tu sais, très spontanée, genre, ah, moi aussi, je veux te donner quelque chose. L'énergie est arrivée tellement vite, je me suis dit, wow, mon Dieu, qui est empressé de me donner le cadeau. J'ai trouvé ça très cute, sa générosité. Il y avait une pureté dedans. Une innocence, en tout cas, je sais pas le bon mot, mais... Et il dit, je t'offre la vision des consciences libres. Je t'offre la noblesse des âmes qui se tient debout. Je t'offre la puissance de créer des mondes. Je t'offre la lumière des poètes, des résistants, des bâtisseurs de demain. Porte-la. Elle élèvera ton œuvre. Puis le livre s'est dissous dans mes mains, dans mon cœur. Puis c'est vraiment devenu une vibration intégrée dans mon aura. Puis en tout cas, je sais pas, je me sentais comme bénie ou entourée ou enveloppée de cette nouvelle chance, présence, guide qui va porter l'œuvre, mais avec plus d'amour dans la vibration du bleu doré. Puis, c'est drôle, hein, parce que je vous ai déjà dit dans une émission antérieure que mon homme avait déjà commencé à préparer ma prochaine incarnation. Et ma prochaine incarnation, je m'en vais faire l'expérimentation du bleu indigo doré. Fait que j'ai comme l'impression qu'il va être un guide qui va m'accompagner jusque-là, me préparer à bien rentrer dans cette fréquence-là. Alors, merci. Et je lui ai dit, écoute, vraiment, là, nos deux vibrations se sont rencontrées. Puis ma douceur blanche argentée avec sa couleur bleu indigo, bon, ça crée une gratitude du partage. Puis une onde violette dorée a rempli la pièce. Et là, je lui ai dit, je te bénis, Victor. Je bénis ton verbe, ta vision, ta force intérieure, l'homme derrière l'œuvre, celui qui a porté la justice, la dignité, la liberté humaine. Je bénis ton courage, ta lucidité, ta lumière qui a traversé tes siècles, mais surtout tes principes profonds, modernes que tu as milités et fait avancer pour l'évolution de l'humanité. On allait dire des peuples, mais ça a influencé tout le monde, là. Je bénis ton âme de bâtisseur, de résistant, de créateur des mondes, d'architecte
vibratoire. Que la paix se dépose sur tes mémoires, que la douceur enveloppe tes combats, que la lumière apaise tes anciennes luttes. Je te bénis, Victor, dans ta noblesse, dans ta vérité et dans ta grandeur. Et puis, ben, c'est comme une bénédiction qui s'est déposée sur lui, comme une pluie blanche argentée, douce, enveloppante et réparatrice, mais il a répondu tout de suite. Oui, bénédiction, c'est quelque chose qui a très bien développé. Oui, fait que, en tout cas, sa vibration est devenue très large, profonde. Ah, tu sais, une présence oratoire, là. Il dit, non pas avec une voix, mais une fréquence qui ressemble à un souffle littéraire. Je bénis votre conscience, vous qui écoutez. Je bénis votre courage de chercher, votre désir de comprendre, votre volonté d'évoluer. Je bénis vos chemins intérieurs, vos luttes silencieuses, vos renaissances. Je bénis vos voix, vos vérités, vos élans de lumière. Que votre esprit soit vaste, que votre cœur soit libre, que votre âme soit debout. Je vous bénis dans la dignité, la liberté et la grandeur humaine. Portez haut votre lumière, le monde en a besoin. Alors voilà, ça a été une onde de bleu indigo qui s'est déployée dans l'espace, enveloppant chacun de vous, chers auditeurs, comme une cape de conscience et de noblesse. Voilà ce qui conclut notre âme invitée numéro 1 de cette semaine. En passant, je connais quelqu'un qui a appelé son fils Victor, puis son deuxième fils Hugo. Fait que quand il collait pour le souper, ça ressemblait Victor Hugo, on mange! Faut aimer. Voici notre première trame sonore de notre deuxième âme invitée que je ne connaissais pas d'ailleurs. Alors je découvre probablement en même temps que vous Jean Moulin. La chanson Guerrier des ombres porte exactement la vibration intérieure de Jean Moulin, une énergie silencieuse, déterminée, presque spectrale, qui avance dans la nuit pour protéger la lumière de tout un peuple. Sa mélodie grave et héroïque évoque les pas feutrés des résistants, les messages codés, les rendez-vous clandestins, mais surtout la force morale inébranlable que cet homme qui a choisi de se tenir debout quand tout s'effondrait autour de lui. Jean Moulin naît en 1899 à Béziers, dans une famille profondément républicaine. Son père, Antoine-Émile Moulin, professeur et franc-maçon, lui transmet l'amour de la République, la laïcité, la culture, la justice sociale. Son enfance est marquée par la mort de son frère Joseph, une passion précoce pour le dessin, un attachement à l'Occitanie et à la langue familiale. Jean Moulin gravit les échelons de l'administration à une vitesse exceptionnelle. Il devient chef de cabinet à 22 ans, plus jeune sous-préfet de France à 26 ans, plus jeune préfet de France à 37 ans. Il incarne une génération de hauts fonctionnaires républicains brillants, cultivés et modernes. Il fréquente les artistes, dessine sous les pseudonymes romanins, publie dans Le Rire, Candide, Grimoire et collectionne l'art contemporain. Et en 1940, la Wehrmacht exige qu'il signe un document accusant faussement des tirailleurs sénégalais de massacre. Jean Moulin refuse. Il est frappé, torturé, enfermé. Il tente de se suicider pour ne pas céder. Cet acte fondateur révèle son courage moral, son sens de l'honneur, sa fidélité à la vérité et son refus absolu de la barbarie. Révoqué par Vichy, il quitte Chartres le 16 novembre 1940. Il se fixe deux objectifs: de recenser la résistance et de rejoindre Londres. Il rencontre Henri Freinet, François de Menton, Antoinette
Sache et d'autres figures du Midi. Il rédige Premier combat, son journal de 1940. En octobre 1941, il rejoint Londres après un voyage clandestin via Barcelone et Lisbonne. Il rencontre la SOE, le colonel Passy, et surtout Charles de Gaulle, qui l'admire immédiatement. De Gaulle lui confie deux missions: constituer l'armée secrète, unifier les mouvements de résistance. Et parachuté dans les Alpilles le 2 janvier 42, Jean Moulin devient Max, Rex, Régis. Il organise les murs, les mouvements unis de la résistance, l'armée secrète, les réseaux de sabotage, de propagande et de renseignement. Il doit contenir les ambitions de Freinet, d'Astier, Lévy. Il ouvre la galerie Romanin à Nice comme couverture. Et puis, le 27 mai 1943, rue du Four à Paris, Jean Moulin préside la première réunion du Conseil national de la résistance. Il réunit les mouvements, les partis, les syndicats, les réseaux militaires. Le CNR reconnaît de Gaulle comme chef légitime. C'est l'acte fondateur de la France libre intérieure. Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté à Caluire. Les circonstances restent controversées. Et puis, il est torturé par Klaus Barbie à Lyon, puis transféré à Paris. Il ne parle pas un mot. Il meurt officiellement le 8 juillet 1943 dans un train vers Berlin. Ses cendres présumées sont transférées au Panthéon en 1964. Le discours d'André Malraux entre ici, Jean Moulin, fait de lui le symbole de la résistance, le visage de la France libre et l'archétype du héros républicain. Jean Moulin était un dessinateur talentueux, un caricaturiste brillant, un collectionneur, un homme à femme selon son entourage, un séducteur, un être sensible, un homme dont la vie privée reste en partie mystérieuse. Certaines hypothèses évoquent une bisexualité possible, sans preuve. Sa famille protège son image, les historiens restent prudents. Et Jean Moulin, bon, c'est un héritage immense, le résistant le plus honoré de France, le nom de centaines d'écoles, le sujet de films, de séries, d'expositions, de musées, de BD, d'archives, de recherches, de débats. Il est devenu un symbole, un mythe républicain, une figure morale, un visage de courage, un modèle d'unité. Et Jean Moulin incarne la dignité face à la barbarie, le refus de la haine, la fidélité à la vérité, l'unité dans sa diversité, le courage moral, le sacrifice pour les autres, la France libre, la République, la résistance intérieure, la lumière dans la nuit. Il est l'un des rares hommes dont la vie entière peut se résumer à une phrase: Jean Moulin a uni la France quand elle était brisée. La vibration de Jean Moulin est unique, c'est une âme rouge indigo, rare, puissante, forgée dans la justice, la résistance et la dignité humaine. Bon, le rouge pour le courage, l'action, la protection, la résistance, et le bleu pour la vision, la lucidité, la conscience, la stratégie. C'est une âme qui voit loin, qui comprend les systèmes, qui protège les peuples et qui se tient debout, même dans l'ombre. Donc, le rouge chez lui n'est pas impulsif, c'est un rouge de devoir, de sacrifice et de protection. Il porte la vibration des gardiens, des résistants et des boucliers humains. Et l'indigo, ben, c'est la couleur des visionnaires pour chez lui, la stratégie, la lucidité, la capacité de voir les dangers avant les autres et la capacité d'unifier
les forces dissipées. Jean Moulin est une âme qui protège par la vision et qui agit par la dignité. Il fait partie de la famille d'âmes des gardiens stratèges. C'est très rare. Ce sont des âmes qui protègent les peuples, qui unifient des visions, qui voient les dangers, qui organisent les résistances, qui portent la justice comme mission. Ce sont des âmes qui ne fuient pas le danger, elles le traversent pour protéger les autres. J'ai regardé dans son livre de vie, bon, son énergie, c'est marqué par l'intelligence, la communication, la stratégie, la discipline, le devoir, l'endurance, la résistance, le secret, la transformation, le courage, l'action, la protection, la justice, l'équité, la diplomatie. Ces placements révèlent des incarnations qui sont cohérentes, dont entre autres un stratège militaire dans la Grèce antique. Il a servi comme conseiller, non comme soldat. Il organisait les défenses, anticipait les attaques et protégeait les cités. Sa capacité à unifier la résistance, à anticiper les dangers, à structurer les réseaux, a laissé une trace dans cette incarnation de Jean Moulin. Et évidemment, un moine scribe au Moyen Âge, il transcrivait les lois, les traités, les décisions, il protégeait les savoirs, les messages et les archives. Puis dans son incarnation de Jean, ben, son rôle de préfet, son sens du devoir administratif, son respect des documents officiels en était une continuité. Et j'ai vu aussi un conseiller politique dans la France du 13e siècle. Et il travaillait dans l'ombre, influençant les décisions pour protéger les plus vulnérables. Puis ça laissait dans son incarnation d'aujourd'hui, ben de Jean, sa capacité à agir directement, à influencer discrètement sans se mettre en avant pour protéger les résistants. Et puis, ben, il y a une incarnation depuis Jean Moulin. Son âme poursuit sa mission de justice, de protection, de lucidité et de résistance à euh, l'oppression. J'ai vu un défenseur des droits civiques au niveau du 20e siècle, une incarnation dans un pays où les droits humains étaient menacés. Il aurait porté la voix des opprimés, organisé des mouvements, protégé les minorités, même force de résistance, mais cette fois dans un cadre civil plutôt que militaire. Et au 21e siècle, j'ai vu une journaliste d'investigation, une incarnation où la vérité devient son arme. Elle expose les injustices, les abus de pouvoir, les mensonges institutionnels. Sa trace vibratoire, ben, c'est comme la même lucidité, la même droiture, la même capacité de voir derrière les façades. Puis sa prochaine incarnation, parce que là, j'ai vu plus loin, c'est vraiment un médiateur international. C'est vraiment au niveau de son futur, une incarnation où il aide les nations à éviter les conflits, il unifie, il négocie, il protège les peuples par diplomatie. Et puis, ben, c'est comme encore dans la même mission, protéger, unifier, résister à l'injustice. Donc, si on résume un peu le tout, âme rouge indigo, de justice, de résistance et de dignité, des gardiens stratèges, les protecteurs de peuples, les unificateurs, les consciences debout. Alors, ces incarnations révèlent un fil collecteur, protéger, organiser, unifier, résister. Ces incarnations, ben, depuis, poursuivent la même mission, défendre la vérité, protéger les vulnérables et éclairer les consciences. La prochaine chanson, celui qui n'a pas plié, résonne comme un souffle de courage venu d'une époque où chaque geste pouvait coûter la vie. Sa mélodie grave et déterminée évoque ces femmes et ces hommes qui ont refusé de céder, même lorsque l'ombre semblait tout engloutir. Elle porte la vibration de la résistance intérieure, celle qui ne cherche pas la gloire ni la reconnaissance, mais qui s'ancre dans la dignité et la liberté. Une trame sonore qui honore ceux qui ont tenu bon malgré tout. Et il fait son entrée à la table ronde céleste qui s'ouvre comme une respiration, un espace circulaire vaste et silencieux où la lumière semble flotter dans les airs. Au centre, une table ronde en pierre claire comme un autel de conscience.
Rien n'est dans le vide, mais c'est un vide qui est habité, vibrant, prêt à accueillir une âme forgée dans le courage et la dignité. Je suis là, Julie, je suis dans mon rôle de facilitatrice vibratoire. L'air change, la vibration se lève. Son énergie a une posture droite, presque militaire, mais elle est habitée d'une douceur profonde. Il s'avance, il s'assoit et il pose ses mains comme un silence avant une prière. Il me regarde dans le calme, lucide, sans colère, une force tranquille, une lumière intérieure qui ne tremble pas. Puis sa voix n'est pas une voix, c'est une fréquence. Je viens pour parler de ce qui menace encore les peuples. Je viens pour parler de ce qui fragilise les consciences. Je viens pour parler de ce qui doit être protégé, pour parler de la dignité humaine. Puis la pièce se resserre autour de lui, puis sa lumière pulse comme un cœur. Au niveau des enjeux mondiaux, il soulève la perte du courage moral. Il pose ses mains sur la table et le premier enjeu du monde, c'est la perte du courage moral. Les peuples savent ce qui est juste, ils savent ce qui est vrai, ils savent ce qui est nécessaire, mais ils n'osent plus. Ils ont peur de déplaire, de déranger, ils ont peur de se lever, de dire non. Le courage moral est devenu rare. Et sans courage moral, les injustices prospèrent. Le courage moral n'est pas bruyant, il est silencieux, discret, intérieur. Il est la force de dire je ne participerai pas à cette injustice, je ne fermerai pas les yeux, je ne me trahis pas dans ma conscience. Et comme solution personnelle, il invite les gens à revenir fidèles à soi. La solution personnelle, c'est ça. Être fidèle à sa conscience, être fidèle à sa lumière, être fidèle à ce que l'on sait être juste. Le courage moral commence dans le silence du cœur. Il commence par un choix intérieur. Il commence par une vérité intime. Et puis au niveau des solutions collectives, il dit honorer les voix debout. La solution collective, c'est d'honorer ceux qui se lèvent, de soutenir les consciences debout, de protéger ceux qui osent dire la vérité. Une société qui protège ses courageux et ces sociétés qui ne s'effondrent pas. Au niveau du deuxième enjeu mondial, il parle de la fragmentation du courage collectif. Puis la lumière autour de lui a changé, elle est devenue plus dense, plus grave. La fragmentation du courage collectif amène les peuples qui sont divisés par des idéologies, par des peurs, par des intérêts et des illusions. Ils ne savent plus rassembler, ils ne savent plus s'unir, ils ne savent plus faire front commun. Et un peuple divisé est un peuple vulnérable. La résistance n'a pas gagné parce qu'elle était forte, elle a gagné parce qu'elle était unie. L'unité est la force des peuples, la division est leur faiblesse. Et au niveau des solutions personnelles, il propose d'apprendre à écouter. Écouter les autres, écouter les peurs, écouter les vérités et écouter les blessures. Écouter est le premier pont entre les consciences. Au niveau des solutions collectives, il parle de recréer des alliances. La solution collective, des alliances entre des peuples, des alliances entre les classes, des alliances entre les générations, des alliances entre les visions. L'unité n'est pas l'uniformité. L'unité est la capacité de marcher ensemble malgré les différences. Au niveau du troisième enjeu mondial qu'il soulève, c'est la banalisation de l'injustice. Les peuples s'habituent, ils s'habituent à la souffrance, à la corruption, à la violence, à l'inégalité, à l'inhumain, et ce qui devient banal devient acceptable. Il pose un doigt sur la table et il dit, l'injustice prospère quand les consciences s'endorment. L'injustice prospère quand les peuples se résignent.
Et l'injustice prospère quand les humains cessent de s'indigner. Au niveau des solutions personnelles, il propose de refuser l'indifférence, refuser de détourner le regard, de se résigner, refuser de normaliser l'injustice. L'indignation est une lumière, elle réveille les consciences. Et il parle comme solution collective de protéger les plus vulnérables. Une société se mesure à la manière dont elle traite ceux qui n'ont plus de voix. Protéger les faibles, les oubliés, les invisibles, c'est protéger l'humanité elle-même. Et il conclut comme quoi que la mission des consciences debout est l'objectif. Le monde ne changera pas par les puissants, le monde changera par les consciences debout, pas par les humains qui se trahissent encore, mais par les humains qui refusent de trahir leur lumière, par les peuples qui refusent de se diviser, par les âmes qui refusent de se résigner. La dignité n'est pas un mot, la dignité est une mission personnelle, une mission collective, une mission humaine. La table ronde flotte, l'énergie change comme un parfum de dignité. La silhouette de Jean ne disparaît pas complètement, elle reste là entre deux, prêt à l'échange sacré. Je lui ai offert une aile, une vibration qui a monté, qui a densifié, qui est devenue plus large, plus consciente pour lui permettre justement de dire OK à son cœur, comme s'il s'autorisait à être lui-même. C'est pas qu'il n'était pas arrivé à ça, mais il y avait une permission que je lui porte à son attention d'un espace qui peut ouvrir qu'il n'avait pas habité. Et puis, ben, c'est une énergie qui est devenue très intense et solaire. Ça nettoyait son troisième œil, ça débouchait tout son côté respiratoire droit, ses sinus, une partie de ses poumons. Ça a été vraiment un soin pour lui apporter une libération profonde, pour dénouer les mémoires de lutte qui sont accrochées à son archétype depuis très longtemps. Et puis, c'est venu dissoudre les charges de responsabilité, de sacrifice, des charges de protection qui ont façonné son âme. Parce que c'est une personne en service et dévouée qui est tout le temps sur le piton. Là, c'est comme si ça a été une occasion qu'il puisse comme se calmer, se déposer et aérer, comme si on lui offrait des vacances sur le bord de la mer. Et puis, c'est une lumière qui est venue éclairer les ondes qu'il a dû tenir debout pendant des années, des millénaires, mais pour des millions d'âmes. C'est venu adoucir ces cicatrices vibratoires qui ont été laissées par la torture, la résistance et le silence imposé. C'est venu ouvrir un espace où son âme ait pu se déposer, respirer, se reposer. Puis une lumière qui ne demande rien, mais qui guérit, qui libère, qui est heureuse, puis qui a aussi nettoyé sa sexualité refoulée. C'était pris, ça passait dans le verre. Et puis, c'est vraiment un retour à l'essence de sa douceur originelle. Puis cette énergie est descendue dans son champ énergétique, ses épaules, son cœur, sa gorge, ça a libéré. Puis il y a eu une réconciliation et un contact avec sa mère. Puis ça guérit son ado intérieur en son cœur. Fait que ça a procédé très, très rapidement avec Saint-Germain puis le rayon vert, entre autres. Mais ça a bougé aussi dans mes énergies. C'est comme si mon énergie était devenue plus haute, plus noble et plus lumineuse. Puis ça a fait comme un effet de cape autour de moi, mais ça touchait mon plexus, mon cœur, puis mon front. J'ai reçu, dans le fond, comme s'il me donnait sa force intérieure, pas celle de la résistance, mais c'était la force de la dignité. Puis moi, je l'ai profond, puis je suis une militante en plus. Et je le teste sur ma mère beaucoup.
La force de résister droite dans ma lumière, la force de dire ce que mon âme sait, même quand tout le monde tremble. Il m'a donné sa lucidité, sa vision, sa capacité de voir derrière les façades. Ça a nettoyé mon troisième œil. Ça m'a donné ma noblesse, mais comme une noblesse profonde du militant. Celle qui ne se courbe pas, celle qui ne se vend pas, puis qui ne se trahit pas. Je l'avais très fort, hein, mais c'est venu durcir encore plus mon principe, mais en y donnant du vent un petit peu plus. Bref, il m'a donné la lumière des consciences debout que je portais depuis longtemps. Mais tu sais, ça nourrit, puis ça motive, ça reset, ça redonne du gaz pour le prochain, pour le prochain parcours. En tout cas, c'est une lumière. Elle me dit, porte-la. Elle élèvera ton œuvre, elle protégera ton chemin, elle guidera tes transmissions. Et ça s'est fusionné dans mon aura, dans mon hara. Il y a comme un chakra entre le hara puis le sous, ben, entre le hara et le plexus, il y a un sous-chakra là. Ça a apporté une vibration nouvelle. Puis, ben, c'est une vibration de dignité, de vérité, de courage moral. Puis ça, ben, mon cœur a accepté d'en prendre beaucoup plus. Puis ça a été une énergie argentée quelque peu. Et bon, par mon cœur, ben, il y a un cadeau qui s'est matérialisé pour lui amener une paix profonde, puis un espace de repos intérieur. C'est vraiment ce que j'ai identifié en mon âme pour vraiment qu'il puisse comme s'ouvrir et être. Alors je lui ai dit, je t'offre la paix que ton époque ne t'a jamais donnée. Un refuge pour ton âme, un espace où tu n'as plus à porter le monde ni les secrets. Tu es libre d'être toi. Et c'est une douceur pour combler le courage qu'il n'a pas reçu. Il y a eu du courage, mais il aurait pu en recevoir beaucoup, 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 beaucoup plus. Et ça a été absorbé par son cœur symbolique. Et là, accepter la sphère, puis quand il s'est placé dans son cœur, ça a projeté un paquet de codes dans son aura, un paquet de chiffres. Et puis, en tout cas, son âme a processé une mise à jour de certains codes que je suis pas vraiment au courant, là. Là, c'est comme dans le codage profond de sa structure. Bon, ça a été déclenché, activé, ça a processé à cause de la sphère, mais bon, le contenu plus précisément, bon, j'ai été témoin. J'ai pas la précision de ce qu'il y a eu comme transformation. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a offert un cadeau en retour. Ça a été une belle écharpe bleue indigo lumineuse avec les petits extrémités rouges dans sa couleur. Comme une vibration de dignité, une fréquence du courage moral, puis une lumière de fidélité à soi. Alors, mais il a offert ou j'ai reçu, peu importe, la noblesse de rester fidèle à soi-même, la force de marcher dans sa vérité, la lumière des résistants silencieux et la dignité des âmes qui ne trahissent pas leur lumière. Il me dit, porte-la, elle protégera ton œuvre, elle élèvera ta mission. Et l'écharpe s'est dissous un peu pour que j'en ai partout un peu dans l'aura. Mais c'est le fun parce que ça s'est vécu et intégré dans mon féminin. J'ai pas senti c'était ce que ça masculinisait mon énergie. Puis en tout cas, ça a été suffisamment pour enlever un vieux J comme un tuyau vert pas beau dans mon chakra du cœur. Fait que ça a débloqué. J'ai pas le détail, mais ça a levé. Et puis, c'est comme si quand nos deux énergies se sont mélangées, ça refait une onde de violette dorée qui a rempli l'espace. Puis, on a réussi finalement à échanger. Ça a été plus simple comme bénédiction. On s'est comme béni dans nos consciences, on s'est béni dans notre courage intérieur, dans notre dignité humaine. Puis, c'est comme si on s'est béni dans la lumière personnelle et collective pour que le cœur soit libre, pour que l'esprit soit vaste, pour que l'âme soit debout. Et c'est comme si ça a été une bénédiction dans la vérité, la noblesse et la grandeur humaine, pour que
la lumière soit portée très haute parce que le monde en a besoin. Fait que ça a été très simultané comme bénédiction, comme si on était toutes les deux sur la même fréquence, puis qu'on se bénissait les mêmes affaires en même temps. Fait qu'il y a eu comme deux courants énergétiques sur les bénédictions, puis là, ça a touché une masse d'âmes. Probablement les gens qui l'écoutent, qui ont comme profiter de cette double simultanée bénédiction qu'on vient de passer. Fait que très court, mais avec une exigence vibratoire et ça a touché la qualité de la transmission. Là, j'ai vu que c'est parce que je suis une médium disciplinée puis j'ai beaucoup d'expérience qu'on a été capable d'arriver à ce résultat-là parce que c'était du gros défi. Alors, je vous présente la dernière trame sonore qui s'appelle La Trêve de Mickey 3D, qui offre une résonance moderne et poignante à la mémoire de Jean Moulin. Sa tonalité douce, amère, presque suspendue évoque l'humanité derrière le héros, cet homme qui a porté la résistance comme un feu sacré. Dans cette ambiance musicale, Jean Moulin apparaît non seulement comme un symbole, mais comme une âme qui a refusé de plier, cherchant une trêve intérieure au milieu du chaos. La chanson devient un hommage vibrant à sa force silencieuse et à son courage qui continue d'inspirer. Quelle émission, quelle vibration, quelle rencontre! Aujourd'hui, nous avons marché aux côtés de deux consciences immenses, Victor Hugo, la voix de la dignité humaine, et Jean Moulin, la lumière de la résistance et du courage moral. Merci à eux, à leur vibration, à leur héritage, à leur archétype, pour ce qu'ils ont déposé dans notre espace. Merci pour la noblesse, la lucidité, la force intérieure qu'ils ont transmis. Et je veux remercier aussi notre équipe, notre focus group pour leur présence, leur rigueur, leur cœur et tout ce qu'ils apportent à cette émission semaine après semaine. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ouverture, votre lumière. Vous êtes la raison pour laquelle cette émission existe. Je vous invite à continuer de marcher avec nous, à aimer notre page Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités, à vous abonner à notre chaîne YouTube qui porte le même nom. Mais sur Instagram, c'est Évoluons âme célébrité, pas d'accent. Et partagez l'émission autour de vous, s'il vous plaît, afin de faire voyager la conscience. Nos émissions sont aussi disponibles sur Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Music et pour que vous puissiez écouter, réécouter et vous laisser inspirer où que vous soyez. Je vous rappelle que je suis disponible pour des consultations privées, des transformations, des méditations guidées canalisées sur demande pour vous accompagner dans votre évolution, votre alignement et votre lumière. La semaine prochaine, nous recevons deux âmes magnifiques, Pierce Brosnan et René Russo, une émission élégante, vibrante, lumineuse qui promet d'être riche en conscience et en beauté intérieure. Puis je trouve que ça s'annonce bien pour la semaine des constructions. Vous donnez le goût de l'écouter pendant que vous êtes en vacances. Je me suis dit, ah, c'est mieux eux. Merci d'être là. Merci d'être vous. Merci de faire partie de cette aventure. Soyez bénis. Namasté. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.